Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et en ce vendredi s'achève la semaine spéciale au cœur de l'histoire de Marie-Antoinette. Et pour tout vous dire, Franck Ferrand me paraît un peu triste aujourd'hui. Bonjour Franck. Oui, bonjour Anissa, bonjour à tous. C'est la nostalgie qui s'attache à la reine alors qu'elle nous dit déjà au revoir. Après la maison privée, les amis, la garde-robe et les enfants de Marie-Antoinette, je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à ses affaires de cœur. Je pourrais d'ailleurs mettre cela au singulier, puisqu'un homme se détache nettement du lot des soupirants, le Suédois Axel de Fersen, dont on a récemment parlé, vous savez, à propos de ces nouvelles lettres, ou plus exactement de passages entiers de lettres qui viennent d'être mises au jour. On en dira un mot tout à l'heure, bien entendu, avec mon invité, Patricia Bouchenaud-Deschamps, qui connaît Fersen depuis tant d'années et qui le connaît bien. Avant cela, je vous aurais précisé quel a été le rôle de l'amie de Marie-Antoinette pendant la Révolution. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, ce vendredi 1er avril, vous répondrez à la question de Ludivine, qui va en savoir plus sur les origines du poisson d'avril. Oui, alors j'en ai dit un mot, vous savez, ce matin chez Thomas Soto, seulement je restais frustré parce que je n'ai pas donné mon avis personnel sur la question, donc je vais vous le livrer à la fin de l'émission. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Tout avait commencé, on le sait, lors d'un bal masqué en 1774, c'est-à-dire dès la toute première année du règne de Marie-Antoinette. Et même, on est juste avant son règne, puisqu'en l'occurrence, elle est à un bal masqué en tant que dauphine de France, et elle parle ce soir-là à un tout jeune homme de 18 ans comme elle. Le jeune homme s'appelle Axel de Fersen, c'est un Suédois de haute naissance, il est de passage en France, il est beau, il est même très beau, élancé, les traits fins et nobles, il dégage une forme de réserve qui, d'après tous les témoins, séduit beaucoup et fait impression. D'ailleurs, quand Marie-Antoinette va le revoir, 4 ans plus tard, elle le reconnaît au premier regard. C'est la naissance d'une amitié amoureuse, profonde et suivie, malgré les absences longues et répétées de l'officier suédois. Au fil des années, Fersen est devenu très proche de la reine, sans qu'on sache précisément jusqu'où est allée cette intimité. Axel participe, c'est certain, à des soirées, à de longs moments avec la reine. Il passe beaucoup de temps avec elle, et un lien s'est tissé entre eux, un lien étroit, solide, un lien évident. Quand la Révolution éclate, au printemps 1789, Marie-Antoinette et Fersen ne sont plus des adolescents. Ils ont maintenant 33 ans. Ils sont nés la même année, 1755. Lui se trouve auprès de son régiment, le royal suédois, stationné à Valenciennes. C'est donc de Valenciennes, pour l'essentiel, qu'il apprend la succession des événements. La réunion des États généraux, la prise de la Bastille, la nuit du 4 août et l'abolition des privilèges en France, etc. Et comme beaucoup d'étrangers qui, à l'époque, sont présents sur le territoire français, Fersen voit tout cela d'un mauvais œil. Il mesure le danger pour la monarchie et, a fortiori, pour la reine. Pour sa reine. Pas question de rester les bras croisés. Finalement, à la fin du mois de septembre, il décide de rejoindre Versailles, de regagner Versailles. Il est bien décidé à s'y montrer utile. Françoise Wagener, dans un ouvrage qui vient de paraître sur l'énigme Fersen, nous dit « Désormais, il va se mettre au seul service des souverains. Sa cause, servir et protéger la reine en vertu de son sentiment pour elle et de la conscience qu'il a de ce qu'elle attend de lui, sans cependant la dissocier de son allégeance au roi. Car s'il mesure la faiblesse de Louis XVI et la déplore, jamais il n'oubliera ce qu'il lui doit. » Les événements se précipitent. Quelques jours après son arrivée, Fersen assiste à l'un des tournants de la Révolution, les journées des 5 et 6 octobre, qui vont, vous le savez, parce que nous en avons beaucoup parlé depuis le début de cette semaine, sont les journées d'octobre au cours desquelles la foule des émeutiers va ramener le roi, la reine, la famille royale à Paris. Ils sont entrés
Au matin du 6, dans le palais de Versailles, ces émeutiers, on entend « mort à la reine, mort à l'Autrichienne », tandis que 2 gardes du corps sont tués, leurs têtes mises au bout de pique. Finalement, l'ordre va être rétabli, mais sous la pression de la foule, Louis XVI va donc décider de repartir. Et il y a ce grand cortège, vous savez, qui raccompagne la famille royale vers le château des Tuileries à Paris, le palais des Tuileries, devrais-je dire. Fersen accompagne la famille pendant un moment et il va s'installer lui aussi à Paris, bien entendu. C'est le début d'une nouvelle période dans les relations avec la reine. Fersen fait bientôt de fréquentes visites aux Tuileries. Il est bien décidé à soutenir sa reine, à la conseiller, alors que tout est en train de s'écrouler autour d'elle. C'est Pierre de Nolhac, le grand conservateur et le grand connaisseur du château de Versailles, qui le soulignait. Je le cite, « Fersen vit alors la reine tous les soirs. Et ces entrevues, qui se prolongent fort avant dans la nuit, et où les événements de chaque jour fournissent matière à d'interminables conversations, n'étaient pas sans prêter à de faciles médisances. » En décembre, Fersen va même passer une journée entière avec la reine. Il écrit à sa sœur « C'était la première. Jugez de ma joie, il n'y a que vous qui puissiez la sentir. » La sœur est seule dans la confidence. Ainsi, Fersen et la reine vivent dans une intimité nouvelle au moment où la Révolution rend la vie quotidienne de la reine tellement pénible, tellement tendue, nous l'avons vu ces derniers jours. Eh bien, en même temps, il est possible que son cœur s'ouvre d'une certaine manière à un nouvel épisode, un nouvel état de ces liens qui se resserrent encore avec Fersen, comme mûris par les épreuves. La reine, c'est vrai, a beaucoup changé au fil du temps. Les divertissements de Trianon sont loin maintenant, bien entendu, et tout ce luxe dont nous parlions, vous imaginez, Fersen admire désormais le courage et la résolution de cette femme qui se tient droite. Notons que tout ça n'empêche pas le Suédois d'entretenir en parallèle une liaison suivie avec une autre femme, Eleanor Sullivan. On en dira un mot tout à l'heure, évidemment, avec Patricia. La vie aux Tuileries se passe dans une atmosphère qui, apparemment comme ça, a l'air normale. On respecte le protocole, la vie de cour, etc. Mais en fait, une tension terrible. La famille royale, à mesure que passent les semaines et les mois, se sent en résidence surveillée et se sent même menacée, disons-le. De plus en plus, l'idée d'une évasion, idée évoquée dès 1789, se précise. Certains conseillent de fuir vers la Normandie. Fersen et Marie-Antoinette, quant à eux, plaident pour un départ vers une place forte frontalière à l'Est. On pourra, à partir de là, pense-t-on, s'appuyer sur des armées fidèles au roi. Pour l'instant, Louis XVI tergiverse et le temps passe. Pendant tout l'automne 1790, on pose des questions, on presse le roi qui finit par se décider et c'est Fersen qui est chargé de monter tous les détails de l'opération. Voilà d'une certaine manière l'occasion qu'il cherchait. Il va pouvoir œuvrer à la mission qu'il s'est assignée, sortir Marie-Antoinette du piège qui se referme sur elle et par la même occasion sauver la famille royale. Le défi n'est pas mince, il faut choisir la destination, régler tous les détails, trouver de l'argent, etc. et les bonnes personnes. Enfin, le 20 juin, en pleine nuit, le roi, la reine, Madame Élisabeth, Madame Royale, le dauphin, leur gouvernante s'échappent en plusieurs étapes des Tuileries. C'est le début d'une aventure bien périlleuse. Europe 1, 14h, 15h. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, c'est une histoire de cœur que vous nous racontez, Franck Ferrand, celle de Marie-Antoinette et d'Axel de Fersen. Alors nous sommes le 20 juin et tout l'entourage de la reine vient de s'échapper des Tuileries. Exactement, et les fugitifs, les royaux fugitifs, si je puis dire, parviennent à rejoindre la belle et grande berline prévue par Fersen. Ils ont tous une fausse identité, ils sont donc conduits par Fersen, ils vont réussir à quitter Paris, vous le savez, la voiture arrive bientôt au relais de Bondy, et c'est là que, selon le plan, Fersen doit s'éclipser pour prendre une autre route. Et néanmoins, il supplie le roi Louis XVI de l'escorter plus loin, d'accepter qu'il l'escorte en tout cas. Ce que, évidemment, Louis XVI ne peut pas accepter. Louis XVI sait très bien que Fersen est l'ami de cœur de son épouse. Il refuse. Fersen ne peut qu'obéir, bien entendu. Il salue les fugitifs. Il s'éloigne dans la nuit noire. La suite du trajet jusqu'à la place de Montmédy, choisie comme destination, ne dépend plus de Fersen à partir de ce moment-là. Alors de son côté, il rejoint Mons, puis Arlon. C'est là qu'enfin il apprend la tournure catastrophique comprise les événements. La famille royale a été reconnue et arrêtée
Elle n'a jamais pu atteindre Montmédy, bien entendu. Elle a été arrêtée à Varennes. Et là, la foudre s'abat sur Fersen. Il écrit à son père « Tout est perdu, je suis au désespoir. Jugez de ma douleur et plaignez-moi. » Le roi et d'une façon plus générale les fugitifs, disons, ont commis dans cette affaire tant d'erreurs. Il y a eu tellement de retard, d'imprudence, d'approximation. Certains, à tort, vont juger Fersen en partie responsable de l'échec, ce qu'il n'était pas. Alors il faudrait, on fera d'ailleurs, si vous voulez, au mois de juin, tiens, ce serait une bonne idée de faire une nouvelle émission sur la fuite à Varennes, parce qu'on apprend constamment des choses là-dessus. Il y a beaucoup à dire, mais c'est vrai que lui n'est même pas responsable de ce qui se passe. Il ne va pas se laisser abattre. Sa mission, à ses yeux, n'est pas finie. Il cherche des soutiens pour sauver le roi, pour sauver la reine, bien entendu, qui maintenant sont dans une situation encore bien plus délicate. Fersen va rencontrer son propre souverain, le roi Gustave III de Suède. Il se rend à Vienne, il le connaissait depuis longtemps, il fait partie d'une des grandes familles du royaume de Suède. Il essaie aussi de renouer le contact avec Marie-Antoinette qui plus que jamais est surveillée à Paris. Il va falloir utiliser toutes sortes de stratagèmes et notamment on chiffre les lettres. C'est très important pour ce dont nous allons parler tout à l'heure. Enfin, des lettres parviennent. À la fin du mois de juin 1791, Fersen écrit ces mots pleins d'une ferme amitié. « Vos amis ne vous abandonneront pas. Soutenez avec fermeté votre état présent. Ne souffrez pas qu'on avilisse en votre personne la dignité royale. » Et il précise « Je me porte bien et ne vis que pour vous servir. » De son côté, dans plusieurs lettres, Marie-Antoinette tente de rassurer Fersen. Elle lui renouvelle sa très profonde affection. Le 4 juillet, elle écrit « Je peux vous dire que je vous aime et n'ai même le temps que de cela. Ne soyez pas inquiets de moi. Écrivez-moi par un chiffre. Adieu, le plus aimé et le plus aimant des hommes. » Une correspondance un petit peu discontinue se met en place et par cette voie, Fersen peut recevoir un certain nombre d'instructions de la part du couple royal sur la conduite à tenir pour essayer de les secourir. Louis XVI, on l'imagine bien, est nettement plus prudent que son épouse dans cette affaire. De son côté, la reine doit jouer sur tous les tableaux, puisqu'elle est en contact évidemment avec un certain nombre de révolutionnaires modérés, dont le député Barnave. Ceux-ci la conseillent pour tenter de redonner au roi une certaine assise. Et bien sûr, ça paraît difficile après l'échec de la fuite qui a complètement capoté. Louis XVI est bien obligé, de toute façon, dans les mois qui suivent, de faire un certain nombre de concessions importantes. En septembre 1791, il doit notamment se résoudre à accepter la constitution qu'on lui propose. Les pas que Louis XVI effectue en direction des révolutionnaires sont souvent mal compris de tous ceux qui, à l'extérieur, essaieraient de l'aider. Les émigrés, bien entendu, les pouvoirs, les cours étrangères, qui généralement sont bien plus promptes à le juger qu'à agir pour le secourir, parce que pour l'instant, personne ne lève le petit doigt. Les mois passent, Fersen finit par penser nécessaire de se rendre lui-même à Paris. Ça devient très risqué pour lui, bien entendu. Son implication dans la tentative d'évasion, la fameuse fuite à Varennes, est bien connue maintenant. Marie-Antoinette est terrifiée. Elle cherche à tout prix à le dissuader de venir. Le plan, néanmoins, paraît possible et Fersen se lance. Le 13 février 1792, il est muni d'un faux passeport. Le voilà à Paris. Cette fois, la difficulté n'est plus de sortir des Tuileries, la difficulté, c'est d'y entrer. Le palais est devenu très surveillé. Fersen a du sang-froid, surtout il connaît très bien les lieux. Il va parvenir à s'infiltrer, il entre dans le palais et finalement, il arrive à retrouver la reine. Il la voit. On peut imaginer leur émotion de se retrouver ainsi alors que tout au dehors ne semble plus qu'hostilité pour eux. La note que Fersen laissera au sujet de cette rencontre est assez ambiguë. Certains croiront lire derrière une rature 2 mots « restez là ». On y viendra tout à l'heure, bien entendu. Restez là, expression souvent utilisée par Fersen pour évoquer une relation charnelle. Quelle que soit la vérité sur ce point, le courageux Suédois rencontre aussi Louis XVI, mais seulement le lendemain. Fersen lui soumet des plans pour une nouvelle fuite, mais cette fois le roi ne veut plus en entendre parler. Louis XVI pense que d'autres moyens sont possibles pour s'en sortir. Et vous savez que plus le temps passe, et plus la situation se dégrade, bien entendu. Pour le roi et pour la reine, c'est le dernier acte qui commence le 21 février 1792. 21 février 92, Fersen quitte Paris pour Bruxelles. Il ne le sait pas à l'époque, bien entendu, mais sa rencontre clandestine avec Marie-Antoinette était pour lui, était pour eux, la dernière. Jamais plus ils ne se reverront.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, Franck Ferrand, dans le cadre de cette semaine spéciale consacrée à Marie-Antoinette, vous nous racontez cette histoire, cette relation, cette amitié amoureuse entre Marie-Antoinette et le comte de Fersen, qui se sont vus pour la toute dernière fois. Et oui, ils se sont vus donc en ce mois de février 1792. Fersen est reparti. Il se démène comme un beau diable. Il multiplie ses activités diplomatiques et à la fin du mois d'avril, quand l'Autriche et la France révolutionnaire entrent en guerre, pour Fersen, c'est l'espoir, d'une façon plus générale, pour tous les émigrés, pour tous ceux qui sont contre la Révolution, d'une manière générale. Fersen se dit que Paris va être reprise et que les souverains seront peut-être libérés à temps. En réalité, vous le savez bien, les choses ne se passent pas comme ça. En France, face à la menace étrangère, la tension atteint un niveau insoutenable, les événements s'enchaînent et ce sont des événements implacables pour la famille royale. Le 20 juin, le palais des Tuileries est pris d'assaut. Louis XVI est contraint de porter le bonnet phrygien. On ne manque aucune humiliation pour ce prince qui se laisse faire, il faut le dire. Le 10 août, la foule revient. Cette fois, la famille royale doit trouver refuge auprès de l'Assemblée législative. On parlait de ça, on racontait cet épisode terrible hier, le roi, la reine, obligés de se réfugier dans la loge du logographe à l'Assemblée. C'est la fin de la monarchie et dans la foulée, la famille royale est donc emprisonnée au Temple. Françoise Wagner raconte: pour Fersen commence le temps de la désolation, de la fureur rentrée contre l'exécrable et lâche nation. C'est comme ça qu'il parle de la France. Il est hors de lui, fou d'inquiétude, malade d'impuissance, incapable de faire quoi que ce soit d'utile. Car voilà, le régime révolutionnaire, qui va bientôt devenir une république, se révèle bien plus solide que prévu, y compris sur les champs de bataille. Non, Louis XVI et sa famille ne vont pas être libérés par la force. Devant les nouvelles qui arrivent à Fersen du procès du roi, il ne peut que se lamenter. Il écrit: pauvre famille infortunée, pauvre reine, que ne puis-je la sauver au prix de mon sang? Jamais leurs images ne me sortiront de la mémoire. Je les pleurerai toute ma vie. Je songerai à eux, à leur bonté pour moi, à leur confiance. Pourquoi, ô mon Dieu, les ai-je connus? Ou pourquoi ne suis-je pas mort avant eux et pour eux? Fersen, faute de mieux, va désormais osciller entre des moments d'espoir fou et beaucoup plus de moments d'abattement. Ça dépend des événements et ça dépend des nouvelles qui lui en parviennent. Ainsi, quand il apprend l'exécution de Louis XVI en janvier 1793, il pense d'abord que toute la famille royale est morte, et puis arrive le démenti. Et l'espoir renaît à chaque fois, c'est une espèce de douche écossaise, et voilà qu'au fil des mois, les pires craintes de Fersen se confirment, les nouvelles de Paris sont désastreuses, l'étau se resserre autour de la reine, et enfin, sans qu'il connaisse tous les détails, le temps du jugement approche, il le sait. Simone Berthier précise, le procès commence le 14 octobre à 8h et se poursuit jusqu'à 11h du soir, sans autre arrêt qu'une brève pause à la mi-journée. Il reprend le lendemain également à 8h et ne se termine qu'à 4h30 du matin sur le verdict. Pour Marie-Antoinette, c'est un calvaire. Ce procès est public, il prend des aspects de spectacle odieux, qui plus est mal mis en scène, mal ficelé. L'ancienne reine doit essuyer, rappelez-vous, tout ce torrent d'accusations jusqu'au plus vil. On évoque donc des actes incestueux, soi-disant, prétendument commis sur son fils. Face à tant de bassesse, Marie-Antoinette reste digne. Sur beaucoup de points, elle répond même avec une certaine adresse, elle se montre combative et pourtant rien n'y fait. Le verdict tombe, c'est la mort, mais tout ça a été bien sûr écrit à l'avance. L'exécution suit de peu le procès le 16 octobre. La nouvelle va mettre quelques jours à parvenir jusqu'à Fersen et là il est dévasté. Le lendemain, il écrit, cité par Françoise Wagner, qu'elle ait été seule dans ces derniers moments, sans consolation, sans personne à qui parler, à qui donner ses dernières volontés, cela fait horreur. Les monstres d'enfer, non, sans la vengeance, mon cœur ne sera jamais content. La vie de Fersen est marquée à jamais, les regrets l'assaillent. Il repense notamment à cette fuite manquée vers Montmédy, finit par se réinstaller durablement en Suède. Malheureusement, là aussi, la situation politique sur fond de crise dynastique est très tendue. En 1810 survient la mort de l'héritier du trône. Des rumeurs désignent à tort Fersen comme son assassin. Il a tort de ne pas prêter assez d'attention à toutes ces rumeurs. Le 20 juin exactement, 19 ans après la fuite à Varennes, Fersen, qui
encore une fois, est fidèle à son devoir, il escorte le corps du prince. En fait, il ne s'attendait pas à ce que la situation dégénère. La foule pleine de haine ne peut être contenue. Avec une violence sidérante, elle s'en prend à lui et il ne va pas pouvoir échapper à ses assaillants. Il sera frappé, piétiné, lynché et bientôt, Axel de Fersen n'est plus qu'un corps sanguinolent, un corps sans vie, laissé sur le pavé. Bonjour Patricia Bouchenaud-Deschamps. Bonjour Franck Merci Ferrand. beaucoup d'être ici. Vous avez beaucoup écrit sur Marie-Antoinette, sur Fersen. Nous allons revenir sur un certain nombre de questions qui se posent notamment à la lueur de la fameuse correspondance entre la reine et son ami de cœur. Il était le conte suédois le plus célèbre, en tout cas pour son profond amour de la reine de France, Marie-Antoinette. Et on parle d'Axel de Fersen cet après-midi sur Europe 1. Avec votre invité, Franck Ferrand, vous recevez Patricia Bouchenaud-Deschamps, chercheur associée au Centre de recherche du Château de Versailles, spécialiste de la vie de cour en France et en Europe au XVIIe et XVIIIe siècle, et auteur d'Au nom de la reine, un roman historique paru chez Plon. Et justement, où Fersen est au cœur, si je puis dire, et d'un autre roman qui est paru également chez Plon, qui s'appelle L'Absente et qui se passe beaucoup plus tard. On est en 1804, à l'époque où les émigrés justement se demandent comment ils vont bien pouvoir reprendre le pouvoir sur la France napoléonienne, et on voit Fersen qui, notamment chaque année quand arrive le 16 octobre, est dévasté par le souvenir. Pendant cette journée, écrivez-vous Patricia, comme chaque année, l'esprit de Fersen s'est absorbé dans le souvenir de Marie-Antoinette. L'ombre de la reine intense, poignante, l'a poursuivie. Son visage très pâle, ses pommettes d'un rouge intense, ses cheveux soudain blanchis, son regard ardent, ses traits tirés n'ont rien perdu de leur force. Malgré le temps, le souvenir de son corps amaigri, comme refermé sur un bonheur passé, l'étreint encore. L'angoisse des jours qui passent et du piège qui se referme a imprimé sa marque dans les chairs. Il ne reste rien des attraits généreux et fragiles de la reine frivole. Sa silhouette, creusée par l'épreuve et la douleur, se dresse devant lui et l'interroge encore. Or, en ce 16 octobre 1804, jour anniversaire de sa mort, Louis XVIII est donc le beau-frère de Marie-Antoinette, n'a pas eu un mot pour elle. Le long de la plage, la promenade durant, le souverain a répété ses ambitions, enfin souverain pour les royalistes, pour ceux qui le soutiennent évidemment, moins pour son pays, ses ambitions, que pour lui-même. Me voici dans une belle position, nous verrons si la cour de Vienne continuera à me refuser la régence, avait-il déclaré à l'époque en apprenant l'issue fatale. Voilà le seul effet qu'une fin tragique avait eu sur un cœur ambitieux, écrivez-vous. Fersen, lui, n'a jamais oublié Marie-Antoinette, bien entendu. Fersen n'a jamais oublié Marie-Antoinette et il n'a surtout vécu que pour elle. La mort de Marie-Antoinette, c'est non pas la fin de sa raison de vivre, parce que son espoir va être encore de sauver Louis XVII et les enfants, et donc Madame Royale dont on a parlé hier. Et vraiment, ça va être le sens de toute cette vie, de ce reste de vie, puisqu'il ne mourra qu'en 1810. C'est ça, c'est-à-dire qu'il survit 17 ans à celle qu'il a tant aimée. C'est exactement ça. Comme vous dites, il survit. Ça va être une vie qui va être entièrement habitée par le souvenir de la famille royale. Parce qu'en fait, les drames se sont enchaînés. Non seulement il perd le roi, il perd la reine, mais entre-temps, il a perdu Gustave III. Gustave III, avec Louis XVI et Marie-Antoinette, ça forme un trio qui est véritablement sa raison d'être, ça fait l'objet de toute sa fidélité. C'est un homme fidèle avant tout à ses devoirs, à ses amitiés, même comme si ensuite ses amitiés sont déçues. C'est le cas de Gustave III. Oui, bien sûr, on se souvient tous de ce roi magnifique, les 10 premières années, libéral, généreux, ouvert, qui va devenir complètement réactionnaire, refermé sur lui-même et dont on ne pourra plus rien tirer, si ce n'est que Fersen lui restera fidèle. Eh bien, cette fidélité qui est l'essence même de Fersen, eh bien, on va la vivre là, à travers toutes ces années où il va encore essayer de faire quelque chose pour la famille royale. Alors, Patricia, ça c'est le privilège de la radio, j'ai entre les mains l'ouvrage, ce n'est pas un poisson d'avril, je vous dis tout de suite, il n'y a pas de poisson d'avril dans cette émission, ne le cherchez pas, voilà, il n'y en a pas, ça n'a pas été prévu ça aujourd'hui. J'ai donc bel et bien entre les mains l'ouvrage sur la correspondance entre guillemets secrète de Marie-Antoinette et du comte de Fersen, un ouvrage d'Evelyne Farr qui est publié aux éditions de l'Archipel et qui ne paraîtra en librairie que le 6 avril prochain. Donc inutile de vous dire que j'ai passé une partie de mon temps là à le feuilleter, à regarder, à aller
fouiller dans ses lettres. On en parlera tout à l'heure, si vous voulez, de ces lettres qui ont tant fait parler d'elle depuis quelques jours, quelques semaines dans tous les médias. Avant cela, revenons à cet amour et essayons de comprendre quelle en était, au fond, la nature de cet amour entre Fersen et Marie-Antoinette. J'ai très rapidement, tout à l'heure, dit qu'ils étaient tout jeunes au moment où ils se rencontrent. D'ailleurs, sur la couverture du livre d'Evelyne Farr, ils sont particulièrement jeunes et particulièrement beaux. Ces deux gamins de 18 ans. Elle est la dauphine de France. Elle ne sait pas qu'elle va devenir reine dans quelques semaines. Et lui, c'est un jeune comte suédois d'une très grande famille qui est en train de faire son grand tour, son voyage en France en l'occurrence. Oui, et il arrive en France précédé d'une réputation extrêmement flatteuse puisque avant lui, et un autre Axel de Fersen est passé par la France et a laissé un très très bon souvenir, c'est son père. Voilà. Il ne faut jamais oublier que quand on parle d'Axel de Fersen, on a un Axel de Fersen qui, toute sa vie, a cherché une carrière parce que la place était prise en Suède et que son père tenait tout le devant de la scène au point que si le roi voulait changer quelque chose au gouvernement, il devait faire enfermer Axel de Fersen père, ce qu'il fera à 2 reprises. Alors, Axel de Fersen, le jeune, qui traverse cette Europe et donc accompagné de son précepteur Bolémani, qui a reçu la plus parfaite des éducations. Il parle 4 langues en plus du suédois. Il pense et il écrit en français parce que il est protestant, lui. Il est protestant. Il est d'une des plus grandes familles suédoises. C'est très important. La reine Marie-Antoinette est élevée dans le catholicisme le plus strict, évidemment, à la cour de Vienne. Et ça permet aussi de comprendre également le sens des mots, le sens des engagements, une certaine raideur aussi dans certains comportements qui vont nous permettre de mieux comprendre ensuite ce qui va se passer. Mais c'est en même temps un jeune homme donc extrêmement bien élevé, cultivé, intelligent et appelé à avoir les plus grandes responsabilités un jour et qui va se faire ce grand tour. Il arrive en France, mais c'est aussi un jeune homme qui aime s'amuser. Il aime les femmes et je crois qu'il faut le dire très vite parce que c'est quelque chose qui ne doit jamais être oublié et on devra parler, je pense, quand même des autres femmes dans la vie de Fersen. Mais faisons-le au moment, alors parce que la relation avec la reine va se nouer au fil des années. Elle devient très intense quelques années seulement avant la Révolution. Mais au début, ce n'est pas le cas. Alors, le premier séjour elle est totalement inaccessible, disons les choses. Le premier séjour, lorsqu'elle est dauphine, il est là que quelques mois. Il passe 6 mois en France. Il va assister à tous les bals de la dauphine. Il vient donc très régulièrement à Versailles et il y va par obligation. Et il repart aussi vite. Il s'y ennuie à mourir. Il trouve beaucoup plus amusant d'aller à la Comédie Italienne, d'aller évidemment au bal de l'Opéra. Et donc, on a beaucoup glosé sur cette fameuse scène du bal de l'Opéra. Mais lui-même raconte de manière très très simple dans son journal qu'il a été remarqué par la reine, mais il passe immédiatement à autre chose parce que il y a d'autres femmes à ce moment-là qui sont là, qui lui tournent autour. Alors elle, au début, soyons honnêtes, je pense qu'elle l'a trouvé très beau tout simplement, mais elle ne l'a pas tellement remarqué non plus. C'est d'autant petit plus à petit qu'il y a d'autres Suédois aussi qui sont très 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 remarqués. Ils sont tous très beaux, ils sont tous en France. Et donc tout ça va prendre une autre tournure au milieu des années, à la fin plutôt des années 1770. Il faut expliquer ça peut-être. Oui, tout à fait. Il y a tout l'épisode de la guerre d'indépendance américaine sur lequel on va peut-être pas s'attarder. Non. Mais disons quand même que Fersen est parti loin quand même. Oui, mais la reine a déjà joué, je dirais, un rôle juste avant. C'est-à-dire que lors de son second passage, il vient pour obtenir un emploi. Donc, ce qu'il cherche, c'est quand on va à Versailles, généralement, c'est pour demander une faveur. Exactement. Et donc, lui, ce qu'il cherche, c'est avoir un régiment, avoir une place, avoir un poste. Entre-temps, il est envoyé en Angleterre pour être marié, puisque ce jeune homme est absolument charmant et délicieux pour ses parents, mais il coûte une fortune car il aime beaucoup les jolies choses, il dépense, il collectionne, etc., etc. On lui demande d'envoyer une jolie robe à sa sœur, il envoie la plus belle que l'on puisse trouver dans Paris. C'est quelqu'un d'extrêmement sympathique et il a énormément de goûts communs avec la reine. Il aime la musique, le clavecin, la flûte, ils chanteront ensemble. Cette atmosphère que nous définissions mercredi, ce luxe effréné, en fait, il convient très bien à Fersen, il faut le dire. Mais c'est à la fois luxe et simplicité, c'est-à-dire c'est d'une très grande élégance. Comme chez Marie-Antoinette. Très grande élégance. Donc, ils vont complètement s'accorder et il va finalement connaître, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va connaître Marie-Antoinette, cette Marie-Antoinette frivole avec cette cour et tous ces chevaliers qui sont autour et qui font beaucoup jaser. Finalement, il les connaîtra très peu puisqu'il va surtout connaître une Marie-Antoinette, mère de famille. Et ça, on doit le dire parce que elle va intervenir, mais toujours avec le soutien de Louis XVI. Alors je vous pose une question, Patricia Bougenot-Deschamps. Et Louis XVI dans tout ça? Je vous pose la question, mais je retiens la réponse. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Comment Louis XVI a vécu la relation entre sa femme, la reine Marie-Antoinette, et le comte de Fersen? C'est la question, Franck Ferrand, que vous posez cet après-midi à votre invitée, Patricia Bougenot-Deschamps, chercheure associée au Centre de recherche du Château de Versailles, spécialiste de la vie de cour en France et en Europe au XVIIe et XVIIIe siècle. Et auteur chez Plomb d'Au nom de la reine, qui est un roman, on peut dire que c'est le seul roman consacré à Fersen d'ailleurs, oui, à ma connaissance. Oui. Où en fait Fersen parle et raconte ce qu'il a connu. Donc j'étais reparti en Suède, dans les archives, dans ses carnets, etc., etc. Alors, ce qui est très intéressant, vous posiez la question, et Louis XVI. Louis XVI, on a tous en tête, je pense que vous y pensiez, l'épisode où on a dit que Louis XVI avait pleuré. On est à la toute fin, au moment donc de ces journées de 89, en parlant de tous ces bruits qui sont qui courent autour de Marie-Antoinette et de Fersen. Il faut savoir que il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont étonnants. Jamais Fersen n'est allé à Trianon sans que Louis XVI ne soit là. Le fameux séjour de Gustave III et de Fersen, avec cette grande fête où ils sont en blanc que vous avez évoquée, qui était absolument magnifique. Et alors, si on veut mettre la cerise sur le gâteau, on parle aussi de la grotte de Trianon, où on dit elle était en mousse, mais elle n'était pas en mousse où on se serait salué en verre. Avec la verdure, c'était en peluche. Donc, vous imaginez comment on peut fantasmer. Eh bien, pendant tout ce séjour, Fersen va être crucifié, car il ne doit pas lâcher Gustave III. Et donc, il ne verra même pas les souverains seuls. Parce qu'il voit les souverains l'un et l'autre. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette position privilégiée qu'il va avoir en France, c'est grâce aussi à Louis XVI, puisque Louis XVI est intervenu personnellement pour qu'il ait son régiment, le royal suédois, auprès de Gustave III et du père. C'est pour ça que j'ai lu cette phrase tout à l'heure, c'est que Louis XVI fait partie des références permanentes de Fersen dans sa correspondance. Il dit souvent le roi et la reine, les chers souverains, etc. Il faut le dire, ça, quand même. Absolument. Et on a c'est la raison pour laquelle, quand on parle de la correspondance. Alors voilà, nous y voilà. De Marie-Antoinette et de Fersen, alors évidemment, on brûle l'impatience de déchiffrer, de découvrir le déchiffrement de ces lettres, j'ai envie de dire, enfin. Mais on en avait quand même de suffisamment grands morceaux pour savoir la nature extrêmement étroite de cette affection entre les deux. C'est vraiment une affection et un amour profond. Oui, je crois qu'on peut parler d'amour. Vraiment profond. Du côté de la reine, c'est sans doute ce qu'on appelle une passion amoureuse. Du côté de Fersen, c'est un amour qui se construit, mais qui devient fort aussi. Absolument. Et je dirais que de la part de la reine, c'est aussi un amour qui va se construire au fur et à mesure. Dans une cour où la famille royale va être de plus en plus désertée, déjà à Versailles, elle va pouvoir s'appuyer sur ce très bel homme qui ne réclame rien puisqu'il a eu tout ce qu'il veut, c'est-à-dire un régiment, le royal suédois, qui lui permet d'être et en Suède et en France, donc une position magnifique, et l'amour de cette reine qui est la reine de France. La France, c'est quand même la première nation de l'Europe, oui, ça, et on ne peut pas avoir mieux qu'avoir été remarqué par la reine. Et donc lui ne demande rien par rapport à tous ces courtisans qui ont demandé des faveurs, de l'argent, etc. Et tout cela le dégoûte. Elle trouve enfin quelqu'un qui a une âme magnifique, qui est très généreux. Et puis disons-le, c'est aussi un homme qui est extrêmement séduisant. Alors, il faut quand même parler des femmes aussi dans la vie de Fersen. Il faut revenir un instant, Patricia, sur les fameuses lettres, donc, alors, dans ces et sur lettres, cet ouvrage d'Evelyne Farr, qui, grâce à l'informatique, arrive à lire sous les ratures ce qu'on ne pouvait pas lire du temps des microfilms. Et donc, un certain nombre de phrases, ce sont des phrases ou des petits paragraphes, qui avaient été biffés, raturés, etc., et qui réapparaissent et dans lesquels on trouve quelques formules. Alors tout ça avait été codé d'ailleurs à partir de la Révolution, c'est-à-dire que il y a une très 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 intéressante introduction sur la méthode de codage, le système de codage. Qui différait d'ailleurs pour Marie-Antoinette et de Fersen. Fersen est beaucoup plus rigoureux. Marie-Antoinette ne code qu'une lettre sur deux. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais en fait, je ne dis pas qu'on n'apprend rien, loin de là. Il y a du nouveau, il y a des passages inédits, incontestablement. C'est nécessaire. C'est un beau travail, mais en tout cas, ça ne modifie pas l'idée qu'on avait de la relation entre Fersen et Marie-Antoinette. Et on n'est toujours pas capable de dire, après tout, j'allais dire, est-ce que ça nous regarde, mais on ne sait toujours pas si c'est une relation qui a été consommée ou non, notamment dans le creux de la Révolution. Alors, justement, parlons-en du creux de la Révolution, parce que je sens que vous brûlez d'impatience, et les auditeurs aussi. Le creux de la Révolution, c'est aussi, il ne faut jamais oublier, avec les naissances, Marie-Antoinette va blanchir, elle perd un peu ses cheveux. C'est une femme qui, avec la Révolution, va tout à coup vieillir prématurément. Même beaucoup, en fait, la pauvre. Voilà, exactement, prématurément.
vraiment. Et il faut imaginer le contexte de peur et d'angoisse où ils sont en permanence surveillés. Alors, évidemment, Fersen vient nuitamment la voir pour éviter les ragots. Il n'y en a qu'un qui va venir faire des ragots supplémentaires. Venir voir une femme de nuit pour éviter les ragots, vous avouerez que la formule est un peu ambiguë. Parce qu'à être vu de jour, on parlait beaucoup. Donc il va venir le plus discrètement possible pour faire quoi? Pour essayer d'organiser, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la sortie des souverains de Paris, pour rejoindre des régiments sûrs. Et donc, tout cela, il va le faire donc nuitamment. Le comte de Saint-Priest, qui va raconter cela, va évidemment jeter une petite note un peu malsaine sur tout cela en jetant des sous-entendus. Mais il faut quand même savoir que c'était quand même ce personnage n'est pas très sympathique. Non, il va être un ministre de la dernière heure sans emporter le titre. Personne ne lui fera confiance. Il ne sera dans la confidence de rien. Et donc, après la Révolution, il va se venger comme il pourra sur toutes les personnes, même celles qui l'ont servi. Quant à sa femme, c'est une horreur qui dit que des horreurs de Londres. Donc, vous voyez, c'est un peu ce climat-là dont il faut se méfier. Pendant ce temps-là, je dirais qu'il travaille. Pour la première fois de sa vie, Marie-Antoinette travaille. Et ils essayent, avec des quelques amis fidèles, d'organiser tout cela, d'acquérir des soutiens. Notamment la fameuse fuite à Montmédy, qui va être un désastre. Absolument. Qui s'arrête à Varennes. Et de convaincre le roi, de convaincre Louis XVI qui n'en veut pas. Je veux dire, c'est vraiment, il faudra ces packs qu'il ne pourra pas faire pour qu'il accepte de partir. Et d'ailleurs, vous avez parlé de la question de savoir si Fersen aurait dû rester, etc. Le roi a été très clair, très tôt. Dès le mois de mai, Fersen ne voyagera pas avec nous. Non, il nous fera sortir, mais il ne nous accompagnera pas au-delà parce qu'il ne veut pas que les noms soient encore accolés. Et il a raison. Et il a raison. En plus sortir peut-être sous la conduite d'un étranger, disons aussi les choses. Enfin, ça fait beaucoup de choses. Oui, ça fait énormément de choses. Et surtout, je crois que le roi n'a peut-être pas ensuite. Il y a toutes ces raisons. Il faudra un jour revenir sur, comme vous l'avez dit, sur cette fuite. C'est un sujet en soi. Passionnant. Alors venons-en à notre affaire de femmes, parce que puisqu'on parle de Fersen, même si notre sujet de la semaine c'est Marie-Antoinette, un mot peut-être de toutes ses maîtresses quand même. Hein. C'est-à-dire que, en fait, je dirais. On a même dit qu'il avait eu des amants d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Alors, oui, il y a eu la version selon laquelle effectivement. Axel de Fersen, ayant eu beaucoup d'amis et beaucoup de femmes dans sa vie, s'en serait toujours entre guillemets débarrassé en disant ma chère amie, je ne peux pas aller plus loin parce que je suis tout à elle. Donc ce qui, entre parenthèses, serait pas très élégant d'ébruiter l'affaire. Bon, voilà. Donc ce bruit a couru, mais je n'en suis pas persuadée. En revanche, qu'il y ait eu des femmes dans son entourage et qu'il les a aimées un peu beaucoup passionnément à la féerie, j'ai envie de dire qu'on peut presque établir une graduation entre d'abord les vrais amours, la reine, celle qu'il appelle elle avec un grand E, mais aussi il y a sa sœur Sophie qui est une passion. Certains pourraient aussi jeter des petits, mais c'est un véritable une passion à trois qu'ils vont développer comme on le faisait dans ce temps-là. Et puis il y a une troisième femme qui est Madame de Matignon, qui est la fille donc du baron de Breteuil. Ils se sont connus très très tôt. Il faisait son tour. Il avait 15 ans quand ils se sont connus et qui va jouer un rôle pendant très longtemps. Et il songera même à l'épouser. Ça c'est pour les vrais amours. Ensuite, je dirais il y a les amours obligés, les femmes qu'il aurait dû épouser. Donc la petite anglaise, Mademoiselle Leyel, qui est immonde et heureusement elle part, et Germaine Necker, bon débarras heureusement. Stella, l'épouse. Il y a les relations amoureuses et donc là on les compte, la marquise de Brancas en 74, la petite duchesse puisque elle est proche des Södermani. On a Émilie, on a aussi Émilie Cooper à Florence. Toutes ces femmes autour de Fersen. Énormément de femmes. Mais alors autour de notre personnage à nous. Et il y a une vraie maîtresse. Et il y a une vraie maîtresse qui est Eleanor Sullivan. C'est une passion. Autour de Marie-Antoinette, est-ce qu'il y avait aussi quelques soupirants? Parce que quand même, on en a cité quelques-uns pendant le cours de la semaine. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait des Sigisbées qui auraient bien aimé prendre la place, si je puis dire, de Fersen. Alors, il y avait des Sigisbées qui auraient aimé prendre la place de Fersen, mais en même temps, ils sont, vous pensez donc à Besval, Coigny, voilà, etc. Oui, bien sûr, oui. Mais je dirais qu'ils sont trop solidement installés dans le rôle. Et Lauzun, qu'il retrouvera en plus dans la guerre d'indépendance. Ils sont trop solidement installés dans leur rôle de quémandeur autour de Marie-Antoinette pour finalement, ils ne vont pas avoir peur de Fersen parce que Fersen ne demande qu'un régiment et il part, donc c'est parfait. En revanche, il y aura aussi des bruits autour d'Esterhazy, le comte Esterhazy, qui est la droiture incarnée, qui lui aussi s'occupera du royal suédois, qui sera extrêmement dévoué. Encore un bel officier étranger. Un bel officier étranger et extrêmement solide et sur qui on peut compter. Oui. Finalement, on se dit que ce personnage de Marie-Antoinette,
n'a pas pu compter seulement sur sa position de reine de France et sur les circonstances historiques pour marquer à ce point son temps et ses contemporains. Regardez la fascination par exemple d'un Robespierre. Je dis bien Robespierre, on trouvera un certain nombre de reliques de la reine Marie-Antoinette sous le matelas de Robespierre après Thermidor. C'est quand même invraisemblable. Absolument hallucinant. Elle a marqué tout le monde. Mirabeau, Barnave, Mirabeau, tous ceux qui l'ont raccompagnée, tous ceux qui l'ont approchée ont été fascinés par cette personnalité qui, en plus, avait beaucoup d'empathie avec les gens. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'intéressait vraiment Avec certaines personnes. Oui, absolument. Et en dehors des conventions. D'autres. Oui, c'est ça. Oui. Et en dehors des conventions. Donc, elle pouvait s'intéresser aux plus petits comme aux plus grands. Et ce qui est fascinant, encore une fois, c'est de voir que si longtemps après, on continue à beaucoup écrire, à beaucoup parler de Marie-Antoinette. Là, les livres qui sortent sont très nombreux. Alors je viens de citer l'ouvrage d'Evelyne Farr, Marie-Antoinette et le comte de Fersen, la correspondance secrète aux éditions de l'Archipel. On peut bien sûr, je l'ai fait plusieurs fois dans la semaine, évoquer l'ouvrage de Christine Orban, Charmer, s'égarer et mourir, qui est une sorte d'évocation de Marie-Antoinette par rapport à nous et à notre siècle, un peu à la façon de Sofia Coppola, si l'on peut dire. Et puis, il y a sur cette relation avec le comte de Fersen, l'énigme Fersen de Françoise Wagner, qui vient de paraître chez Albin Michel, qui est un bon livre. Et qui est un très bon livre, absolument. Ouais. Françoise Wagner, l'énigme Fersen. Alors, je pourrais aussi citer vos propres ouvrages, évidemment, Patricia, puisque il y a L'Absente, il y a Au nom de la reine, qui sont des romans parus sur le sujet. Je préfère citer un ouvrage plus récent de vous. Et alors là, il n'y a pas question de Marie-Antoinette, quoique, parce qu'on sait le goût, l'amour même qu'elle avait pour les jardins, mais c'était plutôt les jardins anglo-chinois de son temps. Oui, mais de l'un à l'autre, on passe assez facilement. Assez facilement, beaucoup plus facilement qu'on ne le croirait. C'est bien sûr votre grande biographie d'André Le Nôtre qui est parue chez Fayard il y a quelque temps. Et quelque chose me dit que vous pourriez bien écrire d'ici quelque temps de nouveau sur Marie-Antoinette. Merci beaucoup, Patricia Bouchenaud-Deschamps. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, Franck Ferrand vous donne les origines du poisson d'avril. À tout de suite. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Avec pour vous, Franck Ferrand, aujourd'hui une question de Ludivine sur le site europe1.fr. Bonjour Franck, pourriez-vous nous donner les origines du poisson d'avril? Effectivement, nous sommes le 1er avril. Eh oui, alors le poisson d'avril, tout ça remonte au XVIe siècle. Figurez-vous qu'au moment de son grand voyage inaugural à travers nos belles provinces, le roi Charles IX, le jeune roi, a constaté que l'année ne commençait pas partout à la même date. Et notamment, il y avait pas mal de territoires où le jour de l'an était célébré justement le 1er avril. C'est à partir de là, à partir de l'édit de Roussillon, qui est pris signé le 9 août 1564, que le roi décide de suivre l'exemple de la plupart des pays européens et de faire commencer l'année le 1er janvier. Ça va commencer le 1er janvier 1567. Sauf qu'évidemment, on a un peu gardé l'habitude des étrennes, de la fête, etc. du 1er avril. La date du 1er avril va rester un petit peu particulière et c'est au XVIIe et au XVIIIe siècle qu'on prend l'habitude de se faire des canulars, de se coller des poissons dans le dos notamment. Alors, pourquoi des poissons? C'était la question à laquelle j'essayais de répondre ce matin chez Thomas Soto. Certains disent que c'est parce que c'est le moment où le soleil est en train de quitter la constellation, enfin le signe du poisson, astrologiquement. Oui. D'autres disent que c'est une référence au carême, le poisson, ou à la période du frai, puisque c'est le moment où on n'a pas le droit de pêcher en ce moment. Et donc on me prend... Bon, moi je crois, mais alors ça n'engage que moi, je n'ai lu ça nulle part. Ça me paraît simplement l'évidence quand on y songe comme ça. Les poissons qu'on consommait au XVIe et au XVIIe siècle, c'était des poissons sourds, comme on disait, c'est-à-dire secs. Ça sentait très mauvais, c'était à la fois très léger et très puant, ces petits poissons, vous voyez. Et donc c'était amusant, à une époque surtout où on portait des vêtements un peu amples, c'était amusant d'accrocher dans le dos de quelqu'un un poisson qui lui donnait une très mauvaise odeur, bien sûr. Et petit à petit, évidemment, c'est devenu une habitude et on a remplacé les vrais poissons par des faux. Voilà mon interprétation. Je ne prétends pas qu'elle soit vraie. D'ailleurs, si je vois la tête, quand vous verriez la tête de Marion Ruggieri, elle est convaincue que c'est absolument faux, cette histoire. Je voudrais juste profiter de la seconde qui me reste pour remercier toute l'équipe et vous dire qu'on est bien content d'avoir fait cette semaine spéciale Marie-Antoinette. Et je remercie notamment François Desmoulins qui, pendant toute la semaine, a remplacé notre bubu national. Mais qu'est-ce que c'est que cette mine renfrognée? Allons, Marion. Bonjour, Marion.
Eh bien parce que on va parler d'un sujet sérieux, Franck, mais avec une dame exceptionnelle. Aujourd'hui, on va parler du sida. Vous savez que le SIDAction vient de commencer. On va en parler également tout le week-end sur l'antenne d'Europe 1. Où en est-on de la recherche contre le sida? Est-il vrai que les jeunes se protègent moins? Vous allez voir les sondages. Quel traitement existe aujourd'hui? Avec quelle efficacité? Que faire pour progresser? On répond à toutes ces questions avec une invitée, je vous le disais, exceptionnelle. La virologue Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine. C'est elle qui a co-découvert le VIH. Eh bien voilà, je comprends tout. Merci beaucoup Marion.